Bonhomé appartient au peuple de Paris. Il est né en 1809, durant le règne de Napoléon Ier. Il est né à l'aube du XIXe siècle. On sait peu de choses de sa vocation d'artiste. On sait simplement qu'il évoluait dans un milieu de peintres artisanaux, de décorateurs de voitures. Il prend sans doute sa revanche ou répond aux ambitions de son père en s'inscrivant auprès de l'artiste Lethière, qui le remarque, qui l'estime et qui décide de le présenter à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il est reçu à une place très modeste, mais où il bénéficie de l'enseignement de très grands artistes, très reconnus à l'époque, Horace Vernet et Paul Delaroche. À sa sortie de l'école des Beaux-Arts, on connaît quelques-unes de ses commandes. Il expose, même à la fin de sa scolarité, un chien de Terre-Neuve, qui est absolument pas remarqué par les critiques. Il se voit commander un portrait de Richelieu, plus tard une descente de croix de Rubens, et en réalité, cela ne présente strictement aucun intérêt pour lui. Ça ne correspond absolument pas à ses aspirations d'artiste. La véritable passion du peintre est ailleurs, et on connaît sa motivation de peintre d'industrie, sa vocation de peintre de l'industrie par une très belle citation d'Alexandre Dumas. Pendant un voyage en Belgique, il entra dans les forges de Philippeville. Là, il fut frappé tout à la fois par le mouvement, la vie et la lumière particulière à ces sortes d'établissements. En effet, les forges de Philippeville sont mues par de puissantes roues hydrauliques. Des machines à vapeur mettent en travail d'immenses laminoirs, des cannelures desquelles jaillissent des rails incandescents, tout fabriqués. Il lui parut, dès lors, que ce côté de la lutte de l'homme contre la matière était trop négligé par l'art. Les deux grands tableaux d'Abainville, des forges d'Abainville, l'un conservé au musée de l'histoire du fer et l'un tout récemment redécouvert en vente publique, constituent les deux premières œuvres fondatrices de la vocation de Bonhomé. Dans la fièvre industrialiste des années 1820-1830, Édouard Muel du Blas, l'héritier d'une famille de maîtres de forge vosgienne, sent que seuls les procédés anglais vont pouvoir lui permettre de répondre aux nouveaux marchés qui se présentent à cette époque en France, à savoir essentiellement le marché du chemin de fer. Dès 1827, il crée à Abainville une forge à l'anglaise. Et c'est pour perfectionner et améliorer le rendement énergétique de la forge qu'il sollicite Flachat en 1834. Eugène Flachat est l'un des ingénieurs majeurs de ces années 1830-1840. Il est partie prenante de ce projet fou mais avorté d'un canal de Rouen à Paris, de la première ligne de chemin de fer voyageur Paris-Saint-Germain. Et Eugène Flachat, en 1834, a été appelé à Abainville par Édouard Muel du Blas, le maître de forge, qui aspirait à cette époque à augmenter massivement la production de fer marchand et de rails pour saisir les nouveaux marchés. Et Flachat introduit la combinaison des énergies vapeur-hydraulique. Bonhomé se rend à Abainville et il se passionne pour son sujet. Il va même au-delà manifestement d'une commande qui était peut-être un peu floue et il commence un vaste tour du propriétaire. Il nous fait aller de l'extérieur, de très beaux paysages, à l'aquarelle, parfois simplement esquissés, et ensuite progressivement il nous fait rentrer à l'intérieur de l'usine pour nous dévoiler ce qui est à l'époque parfaitement inconnu des contemporains, à savoir le fonctionnement d'une usine, le peuple de l'usine affairé sur ces machines, ceux qu'il appellera plus tard les soldats de l'industrie. Comment résoudre, pour un artiste, face à cette radicale nouveauté de la forge à l'anglaise, comment résoudre le problème de sa représentation? Il choisit d'abord de multiplier les vues. Il me faut multiplier les vues parce que la complexité de l'industrie m'y oblige. Il choisit, deuxième point, d'agrandir le champ et d'excéder de près d'un tiers le champ de vision naturel. Pourquoi fait-il cela? L'objectif est de montrer, à gauche, les fours à réchauffer, à droite, les trains de laminoir, au centre, à tout seigneur, tout honneur, les moteurs hydrauliques à vapeur qui font la fierté d'Eugène Flachat.
François Bonhomet a utilisé pour la mise en scène de la fabrication du métal dans les forges d'Abbeville 3 techniques classiques en peinture à l'huile. Que ce soit l'utilisation localement de sous-couches sombres en haut à gauche, au centre et en bas à droite, l'utilisation de touches différentes, c'est-à-dire de touches vibrantes, de touches graphiques ou d'aplats, de légers aplats, en fonction de l'importance des personnages et de leur position dans la scène, ou que ce soit de l'utilisation d'une gamme de couleurs assez large en fonction des différents postes de travail. Vous aurez par exemple à droite du tableau l'utilisation de couleurs beaucoup plus chaudes et à gauche l'utilisation de couleurs beaucoup plus froides. L'artiste veut davantage. Il veut mettre en gloire le discours des ingénieurs. Et pour cela, il passe par la mise en lumière, il passe par la technique traditionnelle du clair-obscur, mais un clair-obscur tout à fait inédit, puisque le métal incandescent, ici, jaillit, irradie d'un laminoir et tout simplement d'une tôle. François Bonhomet a utilisé 2 techniques pour décrire le métal en fusion. La première est l'application d'une couleur orange vif qui pourrait être du minium ou du vermillon appliqué sur une couche claire, qui pourrait être du blanc de plomb ou du blanc de zinc. La deuxième est l'application d'une couleur dorée sur un fond rose pâle. La couleur dorée peut être obtenue soit par l'utilisation d'or en feuilles, soit par l'utilisation d'or en poudre, qu'on appelle l'or coquille, ou alors un succédané de l'or appris dans l'atelier de carrosserie de son père. On peut sans exagérer estimer que Bonhomet a voulu transformer, par le miracle de la peinture, la tôle en or. Les ouvriers et la hiérarchie de l'usine sont présentés au premier plan, alignés, sans distinction, tous tendus vers l'effort de production et de croissance. À gauche, la première personne que l'on regarde sur le tableau, c'est cet homme, cet ouvrier, qui nous regarde fixement, qui pose fièrement sa jambe sur une brouette chargée de charbon destiné à alimenter le four. Derrière, une femme qui semble apporter de l'eau, voire des vivres, à 2 ouvriers harassés par la chaleur du four. Aussitôt à droite, 3 hommes autour du four à réchauffer. L'un qui ouvre le four et 2 autres qui s'apprêtent à tirer la pièce de métal incandescente du four. Ensuite, au centre du tableau, presque au centre, les jeunes qui assistent les travailleurs du fer, des goujards les appelle-t-on, chargés essentiellement des déplacements de matière. Ensuite, bien sûr, les lamineurs, affairés à leur travail, ce sont les véritables soldats de l'industrie, irradiés de lumière du laminoir à tôle. Au centre de cette société au travail, les ingénieurs. C'est leur plan qui est éclairé. Le monde de l'industrie est toujours en mouvement, en perpétuelle évolution. À droite, c'est l'avenir de l'industrie, un ingénieur, un élève ingénieur des mines qui discute avec ses aînés. Il est là pour apprendre les technologies les plus récentes. La fracture, c'est 1870, avec les peintres réalistes et les impressionnistes. Avant, la peinture de l'industrie est considérée comme parfaitement confidentielle, à l'exception de l'œuvre de François Bonhomet. Bonhomet est une exception, pas dans l'absolu pour la représentation de l'industrie, puisque, à l'époque romantique, les voyageurs lancés sur les routes de France ont représenté, pas à foison, mais tout de même de manière très significative, les motifs émergents du paysage en rupture, comme les forges, où on représentait une industrie plus traditionnelle, mêlée à la nature, dans un secret espoir d'une union possible entre l'industrie et le paysage patrimonial. François Bonhomet fut d'abord un peintre industrialiste, amoureux du travail des ingénieurs et du peuple de l'usine, qu'il décrit dans le moindre détail. Ce qui fait penser à l'utopie saint-simonienne, c'est cette volonté de montrer le travail des soldats de l'industrie, mais aussi de la hiérarchie de l'usine, sur un pied d'égalité, tous tendus vers l'effort de production, le progrès industriel et donc le progrès social et moral.